Comprendre l'actualité toujours en direct sur Sabali FM à partir de 16h. Comprendre l'actualité, les autres viennent après nous. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Je comprends pas votre coup de fil. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dormais, je me réveille, on est de partout. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Il paraît qu'il y a une radio qui a dit que je suis mort. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Réalisation Kerno Abdoul Bari, conduite technique Mohamed Souma, cadrage pour les images Lamine Sissé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Énorme plaisir de vous retrouver encore sur les antennes de la radio de l'innovation, comme de l'émission Comprendre l'actualité. Le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les soirs quand il est 16h temps universel, en réseau synchronisé sur nos antennes à l'intérieur du pays, Sigiri et Kindia sur la 97.3. Si vous êtes à Dalaba, vous nous pratiquez sur la fréquence 96.9. Merci de nous choisir. Partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Merci de nous rejoindre. Nous sommes lundi 2 septembre 2019. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Nous vous l'annoncions. Notre invité parcourt cet après-midi, Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics. Avec lui, nous allons passer au peigne fin l'état actuel du réseau routier guinéen, qui sera largement débattu dans cette émission en compagnie des experts. Il n'est pas encore dans ce studio, mais bien avant, nous allons nous intéresser à quelques brides d'actualité qui polarisent l'attention des uns et des autres, notamment ces échauffourées qui ont éclaté à Kaporo suite à une noyade d'un jeune qui se serait jeté à l'eau suite à une intervention des forces de sécurité au débarcadère de Kaporo. Qu'est-ce qu'il faut retenir et commentaires des experts à suivre dans cette émission. Également, l'état des routes qui sera abordé avec le ministre à son arrivée. Mais bien avant, le constat des journalistes, parce que un des experts vient de regagner Conakry après une tournée à l'intérieur du pays. Vous l'entendrez également dans cette émission, mais pourquoi pas les autres experts pour donner leur avis sur l'état de santé de nos routes. C'est le menu. Et quant aux experts, ils sont trois autour de moi cet après-midi pour en débattre. Bonsoir Amadou Makissa Diallo. Bonsoir à tous. Aboubakar Kondé, bonsoir. Bonsoir Malik, bonsoir à tous. Alpha Cabinet Sidimé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Une fois encore, merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette émission. Je le disais, nous ouvrons par cette brève qui fait l'actualité tout près de nous. C'est à Kaporo que ça se passe. Alors, Amadou Makissa Diallo, Aboubakar Kondé, il faut le dire que ce n'est pas une première quand même, ce qui est arrivé encore ce matin à Kaporo. Oui, justement, ce n'est pas une première. Je crois l'année dernière et encore au même endroit, il y a une descente des forces de l'ordre. Cette année, d'ailleurs, c'est disons,
la brigade anti-drogue qui a fait une descente musclée dans ces lieux. Disons pour mettre, les gendarmes cherchaient à mettre main sur les jeunes qui fumaient la chanvre indienne. Et je crois que c'est dans les parages. Et alors, il y a une dépendante qui s'en est suivie. Il y a un qui est allé tomber, disons, à l'eau. Et finalement, ils ne l'ont pas assisté. Et mort s'en est suivi. Ce qui a vraiment soulevé le courroux, la colère de la population, surtout des jeunes. Et il y a eu des jets de pierre. La route a été momentanément, la circulation a été momentanément bloquée dans ces lieux. Il faut aussi le rappeler parce que le même cas s'est produit cette année à Kankan. Je crois là aussi, les forces de l'ordre étaient intervenues. C'était au bord du fleuve Milo. Alors là aussi, les jeunes sont tombés dans l'eau. Ceux qui savaient nager ont pu vraiment s'échapper. Mais il y en a qui n'ont pas pu. Je crois un, d'ailleurs, qui est mort dans l'eau. Et là aussi, ça a soulevé le même problème que nous vivons aujourd'hui à Kaporo Rai, c'est-à-dire des jets de pierre, des barricades de la route. Je crois que le corps du côté de Kankan a été récupéré et amené au niveau de la gendarmerie nationale pour le remettre aux gendarmes. Et je pense que le fait n'est pas nouveau et c'est comme ça. Voilà, ce n'est pas nouveau, je le dis une fois encore, c'est une brève d'information que nous avons en tout cas à traiter avant l'arrivée qui est déjà annoncée du ministre Moustapha Naïté, qui est déjà dans nos murs tout à l'heure, qui va s'installer dans ce studio pour qu'on puisse passer au peigne fin ce qui est l'état actuel du réseau routier guinéen. Abakar Condé, ce n'est pas anodin. Oui, ce n'est pas anodin parce que vous savez que la brigade anti-criminalité qui est basée à Nongo, à un moment donné, a eu mal à faire avec des jeunes du quartier parce qu'on disait que c'était une brigade qui était là pour non seulement prendre à bas à courser les jeunes, les violenter, mais également les retirer les objets de valeur. Parce qu'à un moment donné, nous sommes dans le quartier ici, on a vu des jeunes qui sont venus se plaindre à nous pour dire que quand tu passes là à partir de 0 heure, on t'interpelle, on te retire tout ce que tu as sur toi. Donc, et bizarrement, le même acte est passé ici à Nongo, où ces mêmes agents sont allés vouloir arrêter les jeunes sont revenus pour dire que non, on consomme ensemble ici la drogue, les chavres indiens, vous n'allez pas venir nous arrêter pour nous soutenir l'argent que nous avons. Donc, et malheureusement, pour le cas du Kaporo aujourd'hui, c'est qu'ils sont allés, le jeune a fui, il est allé se jeter sur la mer. Ses amis ont voulu le secourir. Et malheureusement, les agents se sont opposés. Et même ils ne sont pas venus secourir le jeune, mais ceux qui étaient venus aussi pour le secourir, ils sont opposés parce que, puisque quand ils sortent, vous savez comment ils sont armés, donc ils ont intimidé les jeunes à descendre pour le sauver. On dit qu'il est tombé, donc il n'a qu'à remonter lui-même. Et malheureusement, le jeune ne savait pas nager, donc il est mort. Donc c'est pourquoi les jeunes ont dit, s'il est mort, il a été assassiné. Parce qu'il est tombé dans l'eau, on devait plutôt permettre à ce qu'on vienne le secourir, mais on ne l'a pas donné cette opportunité-là pour qu'il soit sauvé. Donc, ça interpelle un peu cette intervention musclée, parfois disproportionnée de nos agents de service de maintien d'ordre, quand ils viennent à bras raccourcis sur les gens, avec une violence. Mais ce n'est pas à bras raccourcis, c'est un lieu quand même qui est illégalement occupé. Nous avons posé la même question au préfet de Kankan. Quand il y a des interventions, il faut savoir qu'il faut que vous soyez préparés à venir en aide à ceux qui sont dans l'extrême urgence. Maintenant, quand vous venez maintenant, puisque vous avez des armes, vous avez tout, les gens sont dans une possibilité où ils peuvent mourir. Vous ne soyez pas capable de les revenir en aide, c'est que vous avez une complicité passive. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé malheureusement à Kaporo. Les gens auraient eu à avoir cette intelligence-là, assister ce jeune qui est tombé dans l'eau, puisque quand ils sont venus, ils devaient peut-être les interpeller, mais maintenant, si ça s'est passé comme ça, ils devaient en toute intelligence agir aussi intelligemment, sauver ce jeune-là, quitte maintenant à eux maintenant de le conduire devant les tribunaux ou l'envoyer maintenant dans une gendarmerie de proximité. Mais malheureusement, c'est le contexte qui s'est passé. Le jeune est mort. Alors, Alpha Cabinet, c'est un fait regrettable. Il faut rappeler qu'il a suscité quand même des échauffourées à Kaporo. Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement pour qu'on puisse parer à ces tristes réalités, d'autant que ce n'est pas une première quand même à Kaporo? Oui, effectivement, Malik, ce n'est pas une première à Kaporo, ce n'est pas une première à Kankan, ce n'est pas une première à Anta. Et surtout, puisque vous parlez là de ce qu'il faut faire pour freiner
de la drogue. Mais quels sont ceux qui importent cette drogue? Qu'est-ce qu'il faut pour freiner l'importation? Ou bien s'il y a production quelque part dans ce pays, qu'on essaye au moins de mener une lutte acharnée contre ces producteurs. Parce que ce qui se passe, encore le long du nid du bras de mer à Kaporo, parti aussi à Anta, du côté de Anta-Fassa, part regrettable. Et dans quelles conditions? Voilà, je l'ai annoncé sur nos différentes pages depuis hier. Vous l'attendiez en tout cas au compte de cette émission. Vous le voyez déjà à l'écran, ceux qui nous pratiquent via notre page Facebook, Sabari FM 97 officiel. Lui, c'est Moustapha Naïté, notre ministre des Travaux publics. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris quand même assez de temps. On devrait vous recevoir depuis 16 heures. Alors, ne me prenez pas avec assez de rigueur. On le saura tout de suite pourquoi ce petit retard. Vous devriez passer par certainement la route de Lambagny, mais finalement, on nous a fait comprendre que vous avez pris l'autoroute Fidel Castro. Est-ce que c'est un peu lié à ces échauffourées qui ont éclaté du côté de Kaporo? Non, absolument pas. J'étais dans une réunion justement à la primature et je venais juste de la primature et j'ai accusé un peu de retard. Vous avez appris les échos de ce qui s'est passé à Kaporo, ces jeunes qui se jettent à l'eau parce que tout de suite il y a eu une intervention des forces de sécurité? Bon, j'apprends dans votre studio, donc il est difficile d'apporter des éléments sur un fait que je ne connais pas très bien. Donc voilà, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas eu d'incident grave sur... Le fait regrettable s'est déjà produit, le jeune, il est mort. Bon, c'est regrettable, c'est ce qu'on peut dire, et demander à ce que les responsabilités soient situées, comment ce cas est arrivé, comment on en est arrivé là. J'espère que, et je sais que les juridictions vont se saisir rapidement du dossier pour que lumière soit faite autour de ce dossier, que je ne connais pas du tout. Donc il m'est difficile de m'avancer, mais tout simplement présenter mes condoléances à la famille et regretter une perte en vie humaine. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonsoir à monsieur le ministre. Vous avez compris, en tout cas c'est parti à bâton rompu. Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics, notre invité cet après-midi. 81% du réseau routier de la Guinée était dégradé en 2010. C'est ce qu'il a déclaré le ministre lors de son grand oral le 18 mars dernier. Qu'est-ce que son gouvernement a pu faire 9 ans après, ou presque 9 ans? A-t-il construit même 1 kilomètre de route? Et qu'en est-il du vaste projet de construction de la corniche Lambagny, Dubreka et Bessia, kilomètre 36, que le gouvernement du professeur Alpha Condé annonce aux Guinéens? Autant de questions que nous allons aborder avec le ministre Moustapha Naïté, mais également d'autres questions de l'heure seront également débattues dans ce numéro de Comprendre l'actualité. Partout où vous êtes, merci de nous préférer. Alors, monsieur le ministre, la première question est tout de suite. C'est vrai, depuis quelques jours, vous êtes sur le terrain, notamment du côté de Ekoya. Après cet éboulement, il y avait la circulation qui était fermée. Vous avez annoncé l'ouverture des 2 voies à partir de ce 2 septembre même. Est-ce que cette reprise elle est effective au moment où nous passons cette émission? Je voudrais vous confirmer qu'effectivement la route a été ouverte à la circulation depuis hier. Donc comme convenu, on a pu le faire à moins du délai imparti. Donc on devrait l'ouvrir aujourd'hui, ce 2 septembre, mais on l'a fait hier quand même. Et je rappelle que ce qui est arrivé d'abord à Koya, parce que c'est important d'informer les citoyens, ce n'est pas seulement l'éboulement. Vous savez, on a l'habitude d'avoir des éboulements sur le long de ce tronçon, Koya, Kindia, jusqu'à Mamou. Souvent au col de Kaka et au col de Soya, de Mamou, en allant vers Farana. Donc souvent il y a des éboulements. Et quand il y a éboulement, ces éboulis sont souvent ramassés très rapidement. Au bout d'1 heure, 2 heures, les directions préfectorales arrivent à intervenir. Et puis 2 heures d'interruption après, les choses sont dégagées. Mais cette fois-ci, avec le cas de Kaka, le dernier cas que nous avons connu, c'est qu'avec la grande pluviométrie qu'on connaît aujourd'hui,
La teneur en eau était tellement importante au niveau de cette montagne que le sol, la cohésion qu'il y avait entre le sol et au niveau de la montagne, il y a eu glissement de terre. Donc il y a eu l'éboulement naturellement au niveau du déblai de la montagne qui s'est posé sur la route. Et quand nos équipes sont venues pour intervenir, pour enlever ces éboulis, on s'est rendu compte en fait que ce n'est pas seulement l'éboulement, mais il y avait affouillement. C'est-à-dire que avec les eaux, les grandes eaux des montagnes et la grande pluie, la crue de la rivière avait atteint un niveau extraordinaire et était venue presque éroder une partie du soubassement de la route. Donc à deux endroits précisément. Donc un vide s'est créé entre la surface de roulement de la route et le niveau plus bas de la route. Donc vous aviez un vide qui s'était créé. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'effet de renard. Donc vous avez un vide qui est créé, vous ne savez pas qu'il n'y a pas de vide et vous venez, vous constatez, avec fort heureusement d'ailleurs avec ces éboulis, qu'on a constaté qu'il y a ce grand trou qui s'est créé avec la grande pluie qui était venue et qui a rongé, si vous voulez, un peu le soubassement même de la route. Donc il y avait une partie de la terre qui était suspendue, mais qu'on ne pouvait pas voir si on n'était pas attentif et qu'on n'était pas sur les lieux pour intervenir. Et donc pour corriger cela, il fallait d'abord recalibrer le lit de l'eau de la rivière, donc faire descendre les excavateurs, les engins, pour pouvoir donner une nouvelle direction à la rivière, pour pouvoir avoir accès à ces deux lieux précisément. Et ça a pris du temps, naturellement. Et comme vous savez, en saison de pluie, on ne peut pas faire l'excavation ni le terrassement. Il fallait créer des caissons sur place, ce qu'on appelle des gabions, mettre des roches là-dedans, fermer, et les mettre en dessous de la route pour en faire un soubassement, pour stabiliser la route. Donc sur presque 4 étages, c'est ce qui a été fait pour rattraper le niveau de la route. Donc c'était pas chose facile. Donc ça a été fait et maintenant ça a été stabilisé. La route a été stabilisée à ces deux endroits. Et après nous avons naturellement fait un mur de soutènement au niveau de là où l'éboulement se produisait aussi. Donc à date, je peux dire que la route est définitivement sécurisée pour permettre aux usagers de prendre dans les deux sens et de pouvoir circuler. C'est vrai qu'aujourd'hui l'état de la route est très dégradé. La route était déjà dégradée avant la saison de pluie. La saison de pluie a empiré la situation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le projet de construction de cette route qui a démarré. Voilà, justement, j'en venais à cette question. Est-ce que cette triste réalité qui s'est invitée anticipe ces travaux ou c'est juste une solution alternative pour que les usagers puissent reprendre quand même la circulation sur cette voie? Non, ce qui a été fait d'abord, c'était de rétablir le trafic. C'est ce qu'il fallait faire dans tous les cas. Mais moi, je voudrais ici dire que heureusement que ces deux phénomènes conjugués ne nous ont pas amenés à une catastrophe, disons à des pertes en vies humaines. C'est ce qu'il faut surtout saluer. J'ai entendu dans beaucoup d'endroits qu'il y a des témoignages de pertes en vies humaines. Je dis ici haut et fort qu'à date, nous n'avons enregistré au niveau des services de l'État aucun témoignage de perte en vies humaines dû à cette interruption de cette route-là. Ça, c'est très important. Et au niveau de ces lieux d'effondrement, c'est-à-dire de l'éboulement, et au niveau de l'affouillement, on n'a absolument pas eu d'informations à notre niveau. On a lu à certains endroits, mais personne n'a effectivement témoigné de cela. Ça, c'est très important. Et on avait entendu aussi que c'était parce que les travaux de construction avaient commencé à ces endroits, donc on avait commencé à faire des abattages d'arbres, que c'est ce qui était dû à ces éboulements. C'est faux, c'est pas vrai. C'est tout simplement la grande pluviométrie qui est connue, qui a causé cet éboulement, et l'affouillement au niveau de la surface, plutôt du soubassement même de la route qui a amené cela. Maintenant, heureusement qu'on avait un contrat sur ce tronçon. Les travaux d'urgence qui ont été effectués ont coûté absolument 0 francs aux contribuables. 0 francs, je dis bien. Parce que la route est déjà sous contrat.
Si la route n'était pas sous contrat, on allait passer un contrat d'urgence de gré à gré, trouver une entreprise qui allait se mobiliser et je peux vous rassurer que le travail n'allait pas se faire en 10 jours, ça allait prendre au minimum 3 semaines pour faire le travail. Parce qu'il fallait la mobilisation des équipements, de l'installation et trouver la solution qu'il faut. Et naturellement étudier la nature du sol et apporter la solution qu'il fallait. C'est parce qu'il y a un contrat, c'est parce qu'il y a une entreprise qui est en train de reconstruire cette route que le travail a été instantané, parce qu'en moins de 24 heures, on était sur les lieux. En moins de 24 heures. Est-ce que c'est un bonus sur le contrat? Parce que après, est-ce que l'entreprise était préparée à ces travaux? Ce n'est pas un bonus, mais c'est comme ça. Quand vous avez signé un contrat sur un tronçon, l'entreprise, à partir du moment de la signature du contrat, est responsable de ce tronçon. Parce que ce qui est important à savoir, c'est que quand on dit qu'une route est en construction, le contrat est fait. Vous savez, construire une route, c'est comme si vous construisez un immeuble, par exemple, de 10 ou 20 étages. Ça prend du temps. Ça ne se fera jamais en 1 an, ni en 2 ans, ni en 3 ans. Souvent, c'est un process qui peut aller plus loin que cela, plus long que cela. Ce qui est important à savoir, pourquoi on dit que la construction a commencé, c'est que cette entreprise CRBC a déjà construit sa base vie. Plus précisément 5 campements, déjà visibles le long de la route. Vous allez à Colintin, vous trouverez ce grand campement où plus de 200 personnes vivent. Des laboratoires à installer, des centrales de concassage, des centrales d'arrobage, les équipements à faire venir pour un projet de 367 km, c'est au minimum 200 à 300 camions que l'entreprise met en place, amène des engins, des bulldozers, etc. Tout ça, c'est fait par l'entreprise. Donc, elle est présente sur le terrain. Et quand un projet doit démarrer, parce que c'est très important, et il nous faut de la pédagogie pour que les uns et les autres comprennent, parce que souvent le jeu politique s'invite au débat, donc on joue sur l'impatience de la population, et donc on pense que bon, le contrat de construction a été signé en 1 an, en 2 ans on n'a rien vu. Mais en 1 an ou en 2 ans, ça c'est fait. Cet habitat est construit. Les équipements sont mobilisés à plus de 70% sur le terrain. Il n'y a qu'à juste y aller et voir. Et l'approvisionnement du chantier aussi pour continuer. Et en plus de cela, même quand un contrat est signé, vous avez des études d'avant-projet détaillées. Et quand les avant-projets détaillés sont finis, ça doit être validé par une mission de contrôle sur le terrain. Donc sur le linéaire des 367 km, on fait des piquetages pour définir le tracé. Une fois que le tracé est défini, quand vous commencez l'exécution, il y a aussi des études d'exécution. C'est-à-dire que 5 ou 10 ou 20 ou 50 km, la mission de contrôle vient avec l'entreprise qui a proposé des plans d'exécution, des études d'exécution. L'entreprise, la mission de contrôle valide pour dire oui, on est d'accord. Sur ce tronçon de 5 km ou 10 km ou 50 km, vous allez utiliser cette structure de chaussée parce que nous avons un volume important de véhicules qui vient. Nous avons des courbes à redresser. Nous avons, si c'est des montagnes, quel type, est-ce que ce sont des chaussées semi-rigides ou est-ce que ce sont des chaussées souples? Tout ceci se définit dans les études d'exécution. Donc, vous voyez, c'est un processus qui est assez long, mais pour le commun des mortels, on pense que c'est du commerce. La construction d'une route, ce n'est pas du commerce. Si vous voulez construire une bonne route, et c'est le cas, c'est une reconstruction. Si c'est les questions de réhabilitation, c'est très simple. Vous amenez vos bitumes, une centrale, et puis le travail se fait. Mais quand il s'agit d'une reconstruction, parce que c'est très important de le préciser, parce que notre budget ne peut même pas le supporter, le budget national. Ça coûte, arrondi, quand vous convertissez en francs guinéens, ça coûte plus de 3800 milliards de nos francs guinéens pour faire les 367 km. Donc plus précisément 357 millions d'euros pour faire la route. Donc c'est très important qu'on comprenne que c'est beaucoup d'argent. Et quand vous voulez investir autant d'argent dans une route, vous vous assurez que c'est bien fait, que la fondation est bien faite. Donc, il n'y a pas de calmata, c'est une reconstruction. Et je voudrais continuer rapidement sur ce point pour dire, il y a 2 ans et demi, 3 ans, on avait passé des contrats de réhabilitation. Un contrat de réhabilitation, c'est pour
donner un temps pour que les gens puissent continuer à circuler sur la route de façon confortable. Ce n'est pas une construction, ce n'est pas une reconstruction. Donc, on ne pouvait plus, après qu'on ait mis un peu de financement là-dedans, il y a 2 ans, 3 ans, ça c'est avant moi mon arrivée, on ne pouvait pas encore cette année, vu encore l'état de dégradation, dire qu'on va débourser des milliards pour l'injecter encore là-dedans. On a dit, bon, on comprend que c'est difficile, on a des parents qui sont revenus de la Mecque, qui devaient parcourir ce tronçon, on a des malades qui parcourent ce tronçon, nous tous, ça nous fait extrêmement mal, mais la bonne nouvelle, c'est que si cette route n'était pas en reconstruction, ça aurait été très dramatique. Très dramatique. Et ce que je vous dis, ça c'est la phase construction. Mais avant la phase construction, il faut mobiliser les ressources. Et cette mobilisation des ressources prend du temps. Parce que pour mobiliser des ressources pour un tel projet, il faut l'avoir étudié, faire des études de faisabilité. Ces études de faisabilité peuvent vous prendre 1 an, parce que vous êtes sur 370 km. Et après cela, vous sortez pour aller chercher le financement. Si vous allez voir... Pourtant, il y a des intentions de financement pour la Guinée. Attention. 20 millions de dollars. 20 milliards. 20 milliards de dollars. C'est l'accord stratégique. C'est l'accord stratégique, mais avec des conditionnalités qu'il faut remplir. Il faut avoir une capacité d'absorption de tout cela. Il faut avoir des projets. Au-delà de la capacité d'absorption, ça c'était déjà un projet. C'était conditionné sur quoi? Sur les royalties issues des projets miniers. Donc il faudrait bien qu'une entreprise minière, une entreprise chinoise ait un gisement qui commence à exploiter et les redevances qu'il doit payer à l'État, que cela puisse être mis dans un compte pour le remboursement, pour sécuriser le remboursement de ce prêt-là. Et ce prêt qui est fait à condition de, disons, 1% ou 1% sur 30 ans, c'est extraordinaire, c'est excellent. Quand vous parvenez à un tel accord, ça prend 1 an pour faire entrer la convention dans sa phase d'exécution. Ça prend du temps. Et après, vous en arrivez à cela maintenant. C'est pour vous dire que ça, ce n'est pas seulement la Guinée, c'est partout. Moi, je dis encore une fois. Donc votre problème, vous avez, est-ce que vous pensez que les Guinéens sont pressés d'avoir des routes alors qu'il faut patienter toujours? On est tous pressés. On a tous nos parents qui prennent cette route-là. On est tous pressés. On veut voir cette route. Si elle n'a pas été reconstruite en 50 ans, et que maintenant, les fonds sont mobilisés, la reconstruction a commencé. Mais dans 2-3 mois, tu ne vas pas avoir le bitume. Ça, c'est certain. Mais la preuve. On va revenir là-dessus. La preuve, pour terminer sur cette parenthèse-là, la preuve. Le pont du 8 novembre. Les financements ont été obtenus pratiquement en 2007-2008, sous le président Lansana Conté. Quand est-ce que l'échangeur a été rendu? Presque en 2011, sous le président Alpha Condé. C'est pour vous dire que c'est un processus. Quand vous avez juste un échangeur, vous mobilisez le financement, vous faites encore les études d'avant-projet détaillées, et ensuite vous faites des études d'exécution avec les missions de contrôle qui vous accompagnent là-dessus. Quand vous parlez de construction et de reconstruction, ça obéit à une nouvelle logique, à une logique. Et c'est important d'expliquer cela et de faire de la pédagogie. On l'avait répété pendant la conférence de presse, mais comme il faut faire de la pédagogie, il faut répéter, on va continuer à répéter pour que les gens comprennent. Et encore, loin s'en fout, les critiques, nous les prenons. Parce que quand on critique, c'est pour que vous corrigez. Et quand on critique aussi, ça forge la conviction. Et chez nous, c'est vraiment ce que ça se passe. Voilà. Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics, est notre invité cet après-midi dans cette émission Comprendre l'actualité. Bon, je voudrais revenir sur l'effondrement parce que pour celui qui connaît un peu cette route-là, comment elle est accidentée avec cette tournure-là, le serpent. C'est une route serpentine, c'est comme ça même on l'appelle entre guillemets. Parce qu'on n'a pas encore reçu la meilleure pluviométrie d'ailleurs, parce qu'on a vu les météorologues qui ont dit que ce qu'on a connu en 2001, ce n'est pas le même qu'on a connu. Donc ça veut dire que puisqu'on n'a pas encore fini avec la saison des pluies, est-ce que des mesures ont été envisagées? Parce qu'on connaît la route, on sait que ça peut, hein, on ne connaît pas un peu les intempéries de la nature. Est-ce que des mesures sont envisagées pour éviter qu'il y ait de nouvelles éboulements? Encore une fois, d'abord, quand vous construisez, par exemple, en montagne, les ingénieurs, nous disons, c'est des profils en travers. Vous avez une partie en déblai, une partie en remblai. Et vous vous assurez pour une nouvelle construction, une reconstruction,
que vous preniez suffisamment en compte la nature du sol pour que vous protégiez suffisamment les talus pour permettre à ce que vous évitiez prochainement les effondrements. Mais l'éboulement n'était pas ce qui était plus dramatique dans ce cas. C'est l'affouillement, ce qui est arrivé en dessous de la route. C'est ça, le soubassement de la route. Parce que vous avez une montagne, vous avez des montagnes un peu partout dans cette zone. Donc les grandes eaux qui se déversent dans la rivière, c'est ce qui est venu ronger une partie de la route. Et ça a rongé le soubassement. Donc vous avez la route qui est suspendue, qu'on ne peut pas voir tout de suite. S'il n'y avait pas eu éboulement par exemple, on ne serait pas rendu compte. C'est quand on aurait peut-être eu une catastrophe qu'on aurait su. Et Dieu merci, on a pu éviter cela. Monsieur le ministre, justement, par rapport à ce qui s'est passé à Kaka, on a vu quelque part, comme on le dit, quelque chose de malheur est bon. Personnellement, j'ai fait une découverte au cours de ces travaux parce que il y a un long fil qui s'est formé. Donc, le jeudi, j'étais à Kindia, mais il m'a fallu passer par Fourkaria, Benna, Moussaya, Serourou, et puis on est sorti par Séguéa. Est-ce que éventuellement, vous n'allez pas penser à rétablir ces routes-là aussi pour pouvoir vraiment, c'est vrai, vous avez ce grand projet Conakry Kindia, Koya et Daboula, mais est-ce qu'il n'est pas aussi aujourd'hui envisageable de rétablir ces routes-là? Ne serait-ce que des routes carrossables pour permettre, disons, ces zones de production à écouler facilement leurs marchandises. Vous avez parfaitement raison. On a même été interpellé par des personnalités, des responsables, même au niveau de la préfecture. Dans le cadre de ce projet, par exemple, quand il y a eu éboulement au niveau et affouillement au niveau de Kaka, on nous a demandé pourquoi on ne fait pas passer les gens par la route de Kouria. Pourquoi on ne réhabiliterait pas la route de Kouria pour faire une voie de dégagement. Mais on est en saison de pluie, on ne peut pas remuer le sol, la mécanique des sols n'obéit pas à cela. La saison de pluie, vous mettez une machine là-dedans, vous créez la boue, vous ne pouvez pas compacter. C'est aussi simple que cela. Sinon, c'était la mesure la plus facile. On a les engins, on a les équipements, donc on a entendu pas mal. Bon, vous savez, quand il y a un cas, vous avez bien fait de poser la question. Quand un phénomène se produit en Guinée, même quand vous n'êtes pas expert en la matière, vous devenez expert malheureusement. Et on a eu tellement d'experts, des gens qui nous disaient non, vous n'avez qu'à tout simplement réhabiliter la route de Kouria pour que les gens dévient. On ne peut pas mettre la machine. Vous mettez la machine, vous déblayez la route, c'est fini. Vous ne pouvez pas avoir la consistance et la rugosité qu'il faut pendant la saison des pluies. Quand la pluie vient, ça devient la boue et vous créez encore d'autres problèmes. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas toucher au sol. Et c'est ce que je vous ai dit, avec l'affouillement qui a lieu au niveau de la plateforme de la route, on n'a pas remué la terre. On est parti chercher des blocs de granit, des gros blocs au-delà de Kindia à Kolenteng, les faire venir, les mettre dans des caissons et enfoncer dans ce vide-là pour stabiliser la route. Parce que tout simplement, tu ne peux pas remuer la terre. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas le faire. Mais dans le cas de la reconstruction de cette route, des voies naturellement de déviation sont prévues dans le projet. C'est pour ça qu'on dit des études d'exécution. Dans la phase d'études d'exécution, même le plan de circulation doit être déposé, validé par la mission de contrôle, pour prendre en compte justement le trafic qui existe pour que les gens puissent continuer à se mouvoir. Donc c'est pris en compte. Oui, cabinet. Voilà, et justement, en ce qui concerne, monsieur le ministre, sur ce tronçon, distant de 367 km, et financé par les institutions chinoises, à hauteur de 357 millions d'euros, si j'ai bonne mémoire, et les 15% financés par le budget national guinéen. Est-ce que cela est vrai? Et si cela est vrai, en avril 2018 déjà, je pense que c'était le jeudi 19 avril 2018, le chef de l'État était à Koya pour le lancement sur ce tronçon. Koya, Daboula. Et en ce temps, on nous disait que l'étude de faisabilité était déjà faite. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi de 2018 à 2019, on a vu les gros camions, les agrégats à Koya, et quelques semaines après, tous ces camions, tous ces agrégats ont disparu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi attendre qu'il y ait éboulement aux environs de Kaka pour qu'on essaye maintenant désormais d'accélérer sur ce tronçon?
Encore une fois, la pédagogie demande la répétition. Je veux me répéter encore. Et il est important parce que vous, journalistes, vous êtes encore une fois les objecteurs de conscience. La masse est éduquée par vous. Ils vous écoutent, ils vous entendent et ils prennent ce que vous dites. C'est très important. Quand un gouvernement est en place et que vous êtes parvenu à un accord stratégique que vous avez signé avec un autre État et que vous avez dit nous allons mettre X montant là-dedans, votre rôle, une fois que les études de faisabilité sont finies, que vous procédiez à ce qu'on dit pose de première pierre. Partout dans le monde, ça ce n'est pas la Guinée encore une fois, partout dans le monde, on pose des premières pierres quand on est même à l'étude de faisabilité, quand c'est bouclé. Et que vous avez identifié des sources de financement, vous pouvez poser la première pierre. Une fois que cette première pierre est posée, on peut amener des agrégats, du sable, des machines et on installe. Et on fait la pose de la première pierre. Ça ne veut absolument pas dire que demain vous commencez à piocher. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des études, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des études d'avant-projet détaillées. C'est-à-dire que même quand le manœuvre doit se déplacer, tout cela doit être inscrit dans le papier. Parce qu'il y a un compte-rendu de chantier qui est fait. Donc après, vous allez aux études d'exécution chaque 5 km, souvent chaque 10 km ou 50 km pour vous entendre là-dessus. Donc c'est très important que vous compreniez que la cérémonie qui a consisté à la pose de la première pierre, c'est pour dire qu'il y a une reconstruction qui va démarrer, qui a démarré. Parce que quand on dit reconstruire, une fois que vous avez commencé à faire venir les équipements, une fois que vous avez commencé à construire votre base vie, une fois que vous êtes rentré dans le processus déjà que la préfecture vous donne un terrain pour construire une base vie, là où les gens vont dormir pendant 3 ans, 4 ans, vous avez déjà commencé le projet. Ça veut dire que vous avez commencé le projet. C'est très important que les gens comprennent que l'on ne reste pas dans le sensationnel pour dire, tenez, ils ne nous ont pas dit la vérité, ils sont venus, ils ont posé la première. Ce tronçon était déjà sous contrôle avec l'entreprise chinoise, je pense bien. Sous contrat. Oui, sous contrat. Oui. Donc si une entreprise évolue sur un tronçon, et à partir du moment que le contrat est signé, l'entreprise est propriétaire, bon, entre guillemets, sur ce tronçon. Donc pourquoi attendre tout ce temps pour ne pas essayer de boucher, parce qu'il y a des nids de poules par-ci et là, sur ce tronçon bien sûr, certainement vous le pratiquez tout le temps. Donc, et pourquoi attendre tout ce temps pour ne pas commencer à remplir ces nids de poules? Encore une fois, ne faisons pas d'amalgame. Quand un projet, un tronçon est sous contrat, ça veut dire que l'entreprise a en charge d'entretenir la route. Justement. Et cet entretien à un coût limité. Vous n'allez pas faire une reconstruction à un endroit qui est totalement, je m'excuse du terme, totalement détruit. C'est pour cela qu'il y a eu de la réhabilitation il y a 2 ans, ça n'a pas tenu. Et pendant tout le temps, pendant 1 an, à chaque fois l'entreprise était interpellée pour venir mettre des cailloux, pour venir mettre un peu de béton à certains endroits. Ça a été fait. Nous avons les traces, nous avons les documents pour témoigner que pendant tout le temps, il y a eu des petits entretiens. Quand on a eu l'effondrement du pont de Lissan, l'entreprise était présente avec nous sur les lieux pour travailler avec nous. C'est très important que les gens comprennent la dynamique. Ce qui est un peu écœurant, c'est que souvent la politique même s'invite dans la construction des infrastructures. Et quelque chose qui est technique. Souvent, des politiciens qui ne sont pas des ingénieurs s'invitent au débat des ingénieurs. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que quand une route est faite, elle n'est pas faite pour un opposant, elle n'est pas faite pour le mouvancier. C'est fait pour tout le monde. Tout le monde emprunte cette route-là. Et il est important, il y a des anciens dignitaires, des politiciens aujourd'hui qui ont participé, qui étaient dans des ministères comme le mien aujourd'hui. Eh bien, ça faisait, il y avait des projets qui prenaient 6 ans. Des projets qu'ils héritaient, qui avaient commencé 2 ans auparavant, et ça continuait 4 ans quand ils étaient en fonction. C'est important de comprendre que quand vous construisez une route, ce n'est pas construit, ce n'est pas un commerce. Ça prend du temps. D'accord. Ça me fait peur quand vous avez parlé de ce temps-là. Est-ce que ce projet d'Abola, Koya d'Abola sera inauguré par le président Alpha Condé? C'est prévu pour 33 mois. 33 mois. Je prie le bon Dieu qui lui donne longue vie pour inaugurer ce projet. D'accord.
Nous sommes avec Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics. Nous n'allons pas passer quand même en toute cette émission à parler de caca et de ce projet long de 367 km Koya jusqu'à Dabola. Et préciser que le contrat a démarré et que voilà, c'est important. C'est l'une des deux bonnes nouvelles, en tout cas parlant surtout de cet éboulement. Il faut rappeler que le trafic a repris depuis hier, à entendre le ministre. Nous allons constater tout cela avec les usagers de cette route. Nous parlons de façon générale du réseau routier guinéen. Et hier, le président Alpha Condé a regagné Conakry après la ticade. Et tout de suite, quelques minutes après, on peut dire de l'aéroport même, il s'est rendu sur le terrain pour constater de visu l'état un peu dégradé aujourd'hui de nos routes. Il était à Kisosso, en temps également jusqu'à 36. Alors, vous avez quelle satisfaction aujourd'hui en tant que ministre de voir l'état de nos routes, surtout à Conakry, d'autant que vous êtes dans une opération de séduction depuis quelque temps avec ces réhabilitations, mais qui ne sont que pour quelques jours seulement? Bon, j'apprécie comment vous avez conclu en disant que c'est pour quelques jours seulement. D'abord, le président de la République, à sa descente de l'avion, était déjà très préoccupé pendant une dizaine de jours. À chaque fois, on faisait des comptes rendus au président de la République et au premier ministre chef du gouvernement de la réhabilitation des travaux d'urgence engagés à Kaka. Donc il était très préoccupé parce que les informations remontaient quant à non seulement la rupture sur ce tronçon, mais aussi l'état de dégradation dans la capitale Conakry et à plusieurs endroits. Donc il était très préoccupé et il n'a pas attendu d'aller au palais à sa descente. Et tout de suite, je l'ai accueilli à la descente et on est parti voir certains giratoires, certains carrefours aujourd'hui qui présentent des points critiques pratiquement. Très difficiles à pratiquer. Écoutez, il faudrait ne pas être sensible à la frustration de nos populations pour dire qu'on est satisfait quand vous avez le carrefour de Kisosso que vous devez traverser, le carrefour de Anta, le carrefour de Lansana Barrage, kilomètre 36 pour entrer chez vous. N'importe qui serait absolument dans un état de frustration si vous parcourez. Donc le chef de l'État partage cette préoccupation, c'est pour cela que nous sommes rendus à cet endroit, à ces différents endroits, pour constater de visu l'état de dégradation. Je voudrais dire que d'abord l'axe Matoto jusqu'à Anta a été réalisé avant notre arrivée par l'entreprise Zakopé, une entreprise brésilienne qui a réalisé ce tronçon jusqu'à Anta. Il se trouve qu'au niveau des giratoires, au niveau de ces grandes intersections carrefour, le constat est le même un peu partout. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que au-delà de la conception initiale qui avait été faite, nous avons aujourd'hui des grands camions, des gros porteurs. Chaque fois qu'ils veulent tourner, il y a des effets de cisaillement au niveau de ces carrefours. Donc, non seulement les véhicules s'arrêtent et démarrent, donc il y a une force centrifuge à cet endroit, mais aussi le fait de tourner, vous avez des effets de cisaillement au niveau du carrefour qui font que la route au niveau des différents carrefours ne tienne pas. Donc, le phénomène, nous l'avons observé pendant tout ce temps, donc nous avons pris des dispositions pour qu'à la sortie de la pluie, pour que très rapidement, nous revoyions tous les grands carrefours, les grands giratoires, pour les reconstruire un peu à l'image de ce qu'on a fait au niveau du carrefour de Matoto en béton hydraulique. Matoto, si vous vous souvenez, si vous avez bonne mémoire, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans de cela, chaque année on revenait sur le carrefour de Matoto. Mais depuis que ça a été réalisé en béton hydraulique, aujourd'hui, ça tient très bien et c'est ce que nous allons faire sur les différents carrefours et à Kisosso et à Anta et à kilomètre 36 ainsi de suite pour parier à ces différentes à cette dégradation qu'on connaît au niveau de ces grands carrefours. Vous allez procéder à une réhabilitation ou à une reconstruction de cette route? D'autant que la réhabilitation opérée ces derniers temps, ça ne donne pas assez de satisfaction. Non, attention, allons-y pas à pas. Au niveau de ces giratoires, nous allons les reconstruire en béton hydraulique. Donc, nous allons décaper totalement et la couche de fondation, la couche de base, la couche de roulement. Nous allons tout enlever pour reprendre en béton hydraulique, peut-être avec des épaisseurs de 45 voire 50 cm à ces endroits,
pour justement prendre en compte... Avec moins de temps, parce qu'on sait... Oui, avec moins de temps. On sait que Watoto, quand même, ça a été un véritable calvaire. Non, c'est le carrefour que nous réparons. D'abord dans un premier temps, en urgence, mais avec une reconstruction à ces endroits. Si vous voulez parler de la reconstruction de la route totalement, ben, ça va prendre du temps. Ça ne fait pas partie de nos priorités aujourd'hui pour la reconstruction. Mais la reconstruction des différents carrefours, ça fait partie des urgences que nous allons engager à la sortie des pluies. Voilà. Mais d'ici là, nous allons... Si tu me permets, à peine arrivé, vous avez fait des missions de prospection sur le terrain pour voir un peu ce qui fatigue un peu les travaux, et vous avez intimé à certaines entreprises de faire rapidement le travail, mais on constate que par endroit, on a comme l'impression que les gens n'ont pas bougé les pieds. On a été les rencontrer, ils disent qu'ils devaient préfinancer les travaux, et l'État, malheureusement, l'État n'arrive pas à honorer ses engagements financiers. Qu'en est-il de ces... Bon, écoutez, je ne sais pas de quel tronçon vous parlez précisément. Quand vous arrivez au niveau de Baïa, vous voulez aller jusqu'à Kabylie. Les transversales ou Symphonia Kabylie est un contrat qui a été passé en 2014 à une entreprise de la place qui devait procéder à un préfinancement sur le tronçon. L'état d'avancement au niveau des financements, je n'ai pas totalement tous les chiffres devant moi, mais ce qui est certain, à mon arrivée, j'ai convoqué l'entreprise pour avoir un entretien avec l'entreprise par rapport au cahier de charge du contrat. Et donc, là-dedans, le constat est le suivant. La route n'est pas encore finie. Deuxièmement, la réception et provisoire n'est pas encore faite. Encore moins, la réception définitive n'est pas prononcée. Donc, il y avait une mission de contrôle aussi qui était sur le terrain, pour laquelle le contrat aussi était fini. À date, le constat est que cette route a été, la couche de fondation est faite, la couche de base est faite, il reste la couche de roulement de 7 cm. Donc la route n'est pas encore finie. C'est vrai qu'elle a duré. Elle a duré. Mais nous avons intimé à l'entreprise, à la fin de la saison des pluies, toutes les parties qui ont fait l'objet de dégradation, non seulement de les réparer, sinon ça ne peut pas être réceptionné, et de procéder à finaliser la route pour qu'elle soit réceptionnée. Et finaliser, c'est de mettre la couche de bitume de 7 cm sur du grave concassé, qui est la couche de base, sur le long de Symphonia jusqu'à Kabylie. Ça va être fait. Oui. Ça tue, surtout à cette saison des grandes pluies. Quand vous arrivez au niveau du carrefour de Kabylie, vous voulez aller jusqu'à km 5, jusqu'à Kenende, c'est vraiment un danger. Vous avez parfaitement raison sur la route Kabylie-Dubreka. Apparemment, on a parfaitement raison sur tout. Écoutez, en parlant du réseau routier. Écoutez, quand vous dites la vérité, et quand vous dites qu'il y a dégradation, et moi-même j'emprunte les routes... Globalement, le constat n'est pas bon alors. Je n'irai pas jusque-là. Je dirais plutôt que le chantier est immense, est grand. Qu'est-ce qui est prévu pour répondre à cette situation? Non, il y a deux questions qui viennent. Il faut la reconstruire. Il faut la reconstruire. Je voulais préciser que nos dernières données sur cette route, on a plus de 20 000 véhicules jour sur ce tronçon de 5 km. 20 000 véhicules jour. Vous avez environ 11 000 dans un sens et 9 000 dans l'autre. Elle est très, très, très fréquentée. Elle n'a pas été reconstruite en fonction du volume du trafic et du gabarit du trafic là-dessus. Si vous construisez une route qui n'est pas faite pour 20 000 véhicules jour, si vous construisez une route qui n'est pas faite pour avoir les gros camions comme nous avons les cimentiers là-bas, et les granites qui sont transportés, les carrières, ça ne tiendra pas longtemps. Donc il y a lieu de reconstruire cette route en tenant compte et du volume du trafic et en tenant compte des gabarits qui s'y trouvent. Maintenant, en revenant à votre... Elle est tortueuse. En revenant à votre question, le réseau routier est très ancien de Conakry, de la capitale. Le niveau d'entretien, il faut beaucoup de moyens pour les entretenir. Mais il y a aussi le comportement de nos concitoyens. Quand vous curez des caniveaux, on cure devant chez vous. Quand c'est vide, demain vous venez vous jeter encore des ordures dedans. Ça ne peut pas faire.
Demain, un autre jour, vous venez, parce qu'on a fait un nouveau bitume devant chez vous, vous considérez que les véhicules roulent à vive allure, vous venez, vous piochez dans le goudron, vous faites des dodanes et vous voulez imputer cela aussi aux riverains, à l'État. Ça devient très difficile. Nous avons 700 km de voirie dans Conakry, avec une démographie galopante. Donc, ce qui vient avec une démographie galopante, c'est des véhicules, beaucoup de véhicules dans la capitale, parce que les gens sont devenus, avant on n'avait pas autant de véhicules comme on l'a aujourd'hui, donc beaucoup de véhicules et beaucoup de poids lourds, routière, la qualité de la route. Donc l'exploitation, il y a beaucoup à y avoir dedans. Et c'est vrai, il y a des tronçons qui ont été réhabilités. Donc, encore une fois, la réhabilitation et l'entretien, ça doit être de façon constante. Il n'a qu'à aller, vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez partout. L'entretien, c'est beaucoup de moyens, beaucoup de fonds. Quand nous prenons par rapport à la réhabilitation, pour finir cet aspect, quand nous prenons l'axe le Fournongo ici, pratiquement jusqu'à la rentrée de chez le gouvernement, ça fait que toutes les ordures, également des cailloux, ça veut dire que c'est pas tenable. Est-ce que vous n'avez pas inversé ces caniveaux avant de penser? On a l'impression que c'est du gâchis aujourd'hui. Il y a deux choses. Vous avez fait ces routes, c'est-à-dire avec une vitesse éclair qui ne dit même pas son nom. Vous passez aujourd'hui, il y a des nids de poules. Le lendemain, vous vous réveillez le matin, vous roulez à toute pompe parce que la route a été faite la nuit. On ne sait même pas avec quelle matière. Vous faites exactement comme le commun du citoyen. Encore une fois, j'ai parlé de réhabilitation d'entretien. Vous voulez passer à la construction, ça coûte de l'argent. Et quand vous êtes en matière de route, partout dans le monde, quand vous n'avez pas les moyens pour construire ou reconstruire une route, vous faites de l'entretien, vous faites de la réhabilitation, vous faites du resurfaçage. Aujourd'hui, le débat qui est en cours, ou les études qui ont été déjà réalisées, sont fournies. Vous voulez qu'on attende cette route pour que les gens se déplacent? Quand même, M. Malik, soyez raisonnable quand même. Vous ne pouvez pas nous dire, investissez de l'argent, faites, attendez, je vous ai laissé parler, hein, faites les caniveaux, et ensuite, comme si vous étiez un ingénieur, faites les caniveaux, ensuite vous faites ces routes. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, parce que vous voulez faire des caniveaux. Ça obéit à des études. C'est déjà voir la surface que vous avez et la pluviométrie que vous avez pour sectionner le canal à créer, à construire. Ça prend du temps et ça prend des moyens importants à le faire et à drainer après vers la mer. Vous n'avez pas ces moyens-là. Si vous avez des moyens pour réhabiliter la route, comme ça se fait un peu partout dans le monde, n'importe où, vous allez dans n'importe quel pays, chaque année, ils font non seulement du resurfaçage, mais ils font de l'entretien de la route. Cette route, depuis qu'elle a été construite, elle n'avait pas reçu 1 centimètre de bitume de réhabilité. Donc, c'est important que vous ne fassiez pas le raccourci comme les autres le font. Vous êtes un grand journaliste, c'est important. Et c'est pour cela que l'entretien qui se fait, c'est quoi? Chaque fois qu'il pleut, il y a des gravions qui se retrouvent sur la chaussée. Nous déployons une équipe sur le terrain pour aller enlever les graviers qui se retrouvent sur la route pour pouvoir créer ce canal. Donc, juste si vous n'êtes pas content d'avoir une certaine aisance, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui le sont. Mais encore gardez votre position d'écoute, juste le top horaire, on revient dans ce studio pour la suite de cette émission. Il est 17h avec Guinée Games. Le Super 4 jackpot du jour est de 158 700 000 francs guinéens. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent avec ce partenaire. Merci de garder votre position d'écoute. Si vous êtes à l'intérieur du pays, vous nous pratiquez grâce à Sabari FM, Sigiri et Kankan sur la 97.3. À Dalaba, c'est 96.9. Ou partout où vous êtes à l'international, vous pouvez nous suivre sur notre site www.sabarifm.com. C'est le direct. Notre invité cet après-midi, Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics. Avec lui, nous passons au peigne fin l'état de santé du réseau routier guinéen. Les premières statistiques, selon nos ingénieurs basés en Italie, 9 162 862 auditeurs sont à l'écoute maintenant de cette émission. Et du côté de
Sierra Leone, Libéria, Mali, Guinée-Bissau et Sénégal 212 763 internautes sont connectés. Du côté des États-Unis, 538 en France, 416 en Hollande, 984 en Allemagne, via nos pages Facebook et autres. Nous continuons cette émission avec les experts qui sont avec nous. Nous allons parler d'autres choses à Boubacar Condé. Non, pour ouvrir. Je pense avoir deux préoccupations. D'accord, on va permettre à Simé peut-être pour un complément d'information. Voilà, oui. Justement. C'est vrai, je comprends que vous êtes des citoyens de Conakry. Moi, je m'en vais tout droit à l'intérieur du pays, puisque, pas pour ça seulement, le tronçon Kankan-Mandiana qui fait défaut. Je voudrais vraiment, à travers le ministre, comprendre un peu les dernières nouvelles sur ce tronçon. Kankan également, Kissidougou aussi, parce que Kankan-Mandiana, c'est 85 km depuis 2011. Il y a une entreprise qui serait sur ce tronçon. Jusqu'à date, rien, presque, bon, je dirais que rien n'est encore fait au regard de la distance à reconstruire ou bien à refaire, je ne sais pas trop, parce que c'est 85 km de 2011 en 2 jours. Kankan Kissidougou également, qui se trouve dans un état désastreux. Dabola Kouroussa également aussi. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui n'a pas réellement marché sur ce tronçon. Très bien. Différents tronçons. Beaucoup de questions. Oui. Je commencerai par Kankan-Mandiana. Kankan-Mandiana, effectivement, c'est 85 km, mais le projet va au-delà de Mandiana, ça va jusqu'à Sankarani, donc 100 km. C'est un projet qui a démarré avec une entreprise que vous connaissez aussi très bien, qui a réalisé un certain nombre de kilomètres, je pense à peu près 24 km, 24 12. Ou 25 km. Non, c'est plus que 12 km. Je vous le dis avec certitude, ça dépasse les 12 km, c'est au-delà de cela. Et sur les 40 et quelques kilomètres, 45 km, ils ont déjà fait le terrassement. C'est très important de le préciser aussi. Et tant que vous ne sortez pas du dogme qui consisterait à penser que construire une route, c'est faire du commerce, ça devient un problème. Deuxième chose, tant que vous ne comprenez pas qu'une route à construire ou à reconstruire, que ça demande des fonds colossaux, des fonds importants, ça devient un problème. Pour Kankan-Mandiana, jusqu'à Sankarani, ça coûte 1600 milliards de francs guinéens. C'est important, c'est 145 millions d'euros. Ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 2 milliards. On parle comme si tous ces tronçons-là coûtent seulement 5 milliards, 10 milliards et que le budget national peut financer. Aucun budget national, dans aucun pays, ne peut financer les projets d'infrastructure. Même en Europe aujourd'hui, on externalise, c'est des entreprises maintenant qui s'en occupent, qui deviennent propriétaires même des autoroutes. Ici, le principe est que nous, c'est de nous battre, d'aller chercher des financements à l'extérieur pour financer des projets routiers. Quand vous avez un budget annuel qui ne dépasse pas 15 000 milliards ou 16 000 milliards, et encore, ça c'est maintenant, quand le président, à l'avènement du professeur Alpha Condé, j'ai l'impression que vous oubliez d'où on vient quand même. Quand, à l'avènement du professeur Alpha Condé, on était asphyxié de partout. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Seulement beaucoup de projets ont été lancés en fanfare. Acceptons de faire la pédagogie. C'est très important. C'est très important. Oui, lancer en fanfare, oui. Lancer en fanfare avec les moyens qui sont mis à disposition pour aller. Ça, c'est très important. Ce n'est pas l'effet de lancer en fanfare qui doit vous faire mal. Au contraire, ce qui doit vous faire mal, c'est de dire comment faire en sorte que nous puissions mobiliser suffisamment de financement pour aller. C'est très important. À l'avènement du professeur, le pays était asphyxié, donc on n'avait même pas la crédibilité pour que les gens nous prêtent de l'argent. Ça a duré 2 ans et demi, voire 3 ans. C'est important. Nier cela, c'est de ne pas faire l'exercice intellectuel nécessaire, en tout cas vous, journalistes, et moi, en ma qualité de ministre des Travaux publics, et à la grande masse qui nous écoute. En plus de cela, n'en déplaise, on a eu 2 ans d'Ebola. 2 ans d'Ebola, n'en déplaise. Mais ces 2 ans, ça a fortement joué sur notre économie. Ça a fortement joué sur notre capacité de mobilisation. Et en plus de cela, vous avez eu 530 jours de manifestation dans ce pays. Vous condensez tout cela, vous avez quand même 6 ans pratiques
automatiquement des difficultés. Donc ce que vous aurez pu faire en 1 an, cela vous prendra 2 ans ou 3 ans. Ça, n'occultons pas cette situation de fait. C'est là. L'honnêteté nous invite à ça. Comme je l'ai dit en intro, les critiques, nous, avec notre mentor, nous l'acceptons. Parce que quand vous êtes critiqué, c'est pour que vous corrigez ces erreurs. Et aussi, ces critiques font que vous forcez votre conviction que ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Si vous ne faites rien, vous ne serez pas critiqué. C'est parce qu'on est en train de travailler que nous pensons que des critiques positives peuvent venir. Mais bon, maintenant, on peut accepter, souvent il peut y avoir la mauvaise foi, et bon, ça, on ne peut rien contre. Mais le plus important, c'est qu'on réponde aux aspirations. Donc, pour revenir à Kankan Mandiana, les premiers fonds qui ont été mobilisés, c'était Kankan Mandiana avec Kankan Kisidougo. Le montant allait au-delà de 360 millions d'euros qu'on avait inscrit au budget. Quand le fonds monétaire est arrivé dans les années 2014-2015, le fonds a demandé à ce qu'on arrête le projet, que sinon on sortait du programme. Donc c'est ça la vérité. Ça c'est bien avant moi, mais je suis membre du gouvernement et je suis comptable de la vision du professeur Alpha Condé. Donc ça a été fait en 2014, on était obligé de sortir ce projet-là. Ça a trouvé déjà qu'il y avait eu un montant qui avait été payé dans le cadre du travail qui avait été réalisé par Ebomaf sur Kankan Kisidougo, donc où les ouvrages de franchissement ont été réalisés, et Kankan Mandiana où l'entreprise Guité avait déjà réalisé un certain nombre de kilomètres et était avancée sur le terrassement sur cette route. Donc c'est très important de faire la part des choses. Si aujourd'hui notre budget national pouvait supporter de faire toutes les routes de la République de Guinée, on l'aurait fait. Mais sauf que vous ne payez pas suffisamment d'impôts pour pouvoir le faire, votre économie est petite, elle n'est pas suffisamment grande pour pouvoir prendre en compte tous ces financements nécessaires. Parce que c'est important pour nos auditeurs, pour leur respect, qu'ils comprennent la dynamique et le coût d'une construction et d'une reconstruction d'une route. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement... Je vais juste le faire réagir par rapport à ce que dit un internaute, Watile Adibego, qui dit pourtant on nous avait dit que la route Kaka Kisidougo est financée par le budget national de développement. Est-ce que ça a été dit? Kankan Kisidougo. C'est un auditeur qui s'exprime. C'est un internaute qui commente l'émission en direct. Mais je viens d'expliquer tantôt qu'à l'époque, en 2014, Kankan Kisidougo était passé sous contrat avec Ebomaf. Et quand c'est passé sous contrat avec Ebomaf, le montant qui avait été inscrit, le fonds monétaire dans la revue du portefeuille avait demandé à ce que des projets soient éliminé parce que le budget ne pouvait pas soutenir, sinon on allait perdre le programme. Donc ce projet-là a été a été recalibré pour prendre en compte, par exemple, la réalisation des ponts sur cette route-là. Et la réalisation des ponts fait que une fois que le contrat était passé à nouveau et qu'on avait les ressources maintenant pour aller avec un partenaire étranger pour le financement de la route, que ce qui a été fait ne soit pas perdu. Donc c'est très important de préciser cela. Et il n'y a pas à s'inquiéter. Moi je veux parler... Ministre, quand vous dites qu'il n'y a pas à s'inquiéter, moi je ne comprends pas trop. Parce que il y avait une entreprise burkinabé, Ebomaf, vous l'aviez dit tantôt, qui était sur ce tronçon, Kankan Kisidougo, distant de 195 km. Donc aujourd'hui, à ce jour, cette entreprise n'est plus en Guinée. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que cette entreprise plie bagage sans que les Guinéens ne sachent ce qui s'est passé? Parce qu'à son arrivée déjà, elle a été largement annoncée dans ce pays. Mais je ne sais pas s'il faut que je me répète encore, je viens de le dire. Non, l'entreprise n'est pas là. Maintenant, le tronçon se trouve dans les mains de quelle entreprise? Je viens de le dire en long et en large. Je ne sais pas, j'ai pas dit, en tout cas, je pensais que je m'étais bien exprimé. Je vais le reprendre encore. Je dis, Kankan Kisidougo a été sous contrat avec Ebomaf. Le montant du contrat qui avait été inscrit dans le budget n'a pas continué parce que tout simplement, on allait sortir du programme
avec le Fonds monétaire international, parce qu'on n'avait pas mobilisé suffisamment de ressources pour pouvoir faire face à toutes nos obligations en termes de services de dette, en termes de paiements qui étaient incompressibles. Donc on était obligé de reconditionner encore le contrat pour faire en sorte que des travaux soient réalisés et que les travaux qui peuvent être réalisés maintenant dans le cadre de la première phase, donc on appelle première phase, que des ponts, des ouvrages de franchissement, donc des ponts soient réalisés le long de cette route à hauteur de 60 millions d'euros. C'est ce qui a été fait le long de la route Cancan-Kissoudou. Maintenant, nous sommes à la recherche de financement complémentaire pour reprendre les travaux et aller et finir cette route-là qui va avoisiner dans les 200 et quelques millions d'euros. Donc plus de 2000 à 3000 milliards de nos francs guinéens, c'est important. Monsieur le ministre, quand je dis que je suis inquiet, parce que quand le président avait réussi à signer les 20 milliards avec la Chine, on a dit qu'on était, pour la recherche des financements, ce n'est plus le problème. Il suffit que le gouvernement fasse des projets qui soient bancables et qu'on puisse les soumettre. Mais pourquoi on se met encore à chercher du fonds ailleurs, alors qu'on a déjà une intention de financement de la Chine, de la Guinée, d'envoyer des projets? Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, tout près de nous en Côte d'Ivoire, il y a des passerelles payantes. Est-ce qu'ici, il est envisagé... Des ponts, quoi, vous voulez dire? Oui, des routes payantes. Et dernière préoccupation, on vous a vu installer des passerelles métalliques, par endroit notamment à Dabondi, mais également à Koloma. C'est de façon palliative ou bien c'est une construction définitive? Très bien. Condition. Ça veut dire que vous êtes entendu avec le gouvernement chinois qu'ils vont vous faire une ligne de crédit de 20 milliards. Donc quand vous allez dans une banque, on vous fait une ligne de crédit de 20 milliards. Cela ne veut pas dire que vous venez tout de suite vous demander qu'on vous donne les 20 milliards. Parce qu'il faudrait bien que quand vous prenez les 20 milliards, que vous soyez à mesure de les rembourser. Donc ce qui se passe avec le prêt chinois, les 20 milliards, l'accord stratégique des 20 milliards, c'est conditionné à nos royalties, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc les entreprises chinoises qui vont s'installer pour exploiter nos mines, l'argent qu'ils doivent reverser va directement dans un compte pour pouvoir rembourser les moyens qui sont mis pour la construction des différentes infrastructures. Donc ce n'est pas seulement les infrastructures routières, il y a les infrastructures énergétiques, il y a d'autres, la construction des bâtiments. La première phase a consisté à privilégier deux projets d'abord. La construction de la route Koya-Mamoun-Dabola et la voirie de Conakry. Donc deux échangeurs à Kabelin au kilomètre 36 et 67 km à faire dans Conakry, à reconstruire dans Conakry. Donc ça a été la première phase, donc à hauteur de 600 et quelques millions d'euros. 600 millions d'euros. Et en plus de cela, il y a le projet Swapiti qui rentre en jeu, qui va au-delà de 1 milliard et quelques. Donc vous avez déjà, avec un accord stratégique que vous signez, pu mettre en place les 2 premiers milliards qui peuvent être décaissés dans le cadre des différentes infrastructures. C'est énorme. C'est important que vous le compreniez. Donc, en fait, ce qui me réjouit dans cette émission, vous nous donnez suffisamment la possibilité d'expliquer aux auditeurs pour qu'ils comprennent la logique derrière. C'est ce que je remercie surtout. La pédagogie qui est à faire pour que les gens, les uns et les autres comprennent. Nous allons même, d'ailleurs même je vais vous le dire, on va organiser bientôt un atelier où on va inviter des hommes de presse pour 2 jours de séminaire pour comprendre la passation des marchés, pour comprendre le cycle de vie d'un projet routier et comprendre tout ce qui va avec les projets routiers pour pouvoir mieux expliquer à nos concitoyens ce que ça prend pour faire un projet routier, pour faire une construction de route. Nous, c'est notre domaine, nous savons faire cela et nous savons que ça obéit à un temps incompressible. Ce n'est pas de la politique. Ça, ce n'est pas dire, bon, demain je vous donne ça et puis après demain vous... Non, ce n'est pas comme ça. Et quand vous parlez de la mobilisation des 20 milliards, c'est au fur et à mesure que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quiconque héritera du projet, de l'accord stratégique, ira dans le même sens parce qu'il y a un accord qui est déjà défini. Le parti a accepté de nous donner de l'argent. Ça, c'est le premier point. Le second, vous avez les passerelles.
À l'image de la Côte d'Ivoire qui a... Bon, on dit les ponts, hein, parce que les passerelles, souvent, ça fait un peu piétonne. Les ponts à péage, comme le pont Henri Konan Bédié. Je ne veux pas rentrer trop dans certains projets qui sont encore en phase d'étude chez nous, mais c'est à réaliser. Tous les nouveaux projets, les grandes routes que nous allons réaliser, vous avez obligation dans un État. Notamment les deux corniches. Attention, j'en viens. Vous avez obligation dans un État que quand vous voulez aller d'un point à un autre point, d'offrir une alternative non payante à la population. Donc si vous voulez construire une passerelle ou une route à péage, vous êtes obligé d'avoir une route à côté qui ne soit pas payante pour la population. Donc ça obéit à un certain mécanisme. Il faut qu'il y en ait plus d'infrastructures. La densité routière, par exemple, à Conakry est de 0,15. La densité routière à Abidjan est de 0,42. Donc il y a plus de routes que nous n'en avons ici. Donc c'est important d'abord de rattraper ce déficit, d'avoir suffisamment de routes pour nous permettre justement de passer à cette autre phase qui permettrait d'avoir une alternative à sortir de Conakry pour aller à l'intérieur du pays, ou une alternative des deux côtés de la rive. Et ce qui est installé, les passerelles, ben, c'est définitif. Ce n'est pas dans ce genre de métier, on ne fait pas des trucs à essai. On construit. Alors, monsieur le ministre, il y a encore des réactions. Vous allez à New York, par exemple, partout où il y a une route, il y a des trains, c'est des passerelles métalliques. Voilà, il y a des réactions sur Internet. Bonsoir, monsieur le ministre, c'est Maki Darsalam. Pourquoi la route Labé-Tougué ne figure pas dans vos priorités? La deuxième question, savez-vous que sur cette route existe deux ponts, dont l'un date d'avant l'indépendance et l'autre est en chantier depuis 1987 dans la sous-préfecture de Djomfo? Encore, je remercie notre ami qui appelle, qui a envoyé un message. Maki Premier. Ma réponse à celle-là est que si on n'était pas dans l'obligation de reconstruire Koya, Mamou, Dabola, cet argent aurait peut-être servi à faire Labé-Tougué. Mais on doit reconstruire cette route. Et on ne peut pas faire tout en même temps parce qu'il y a des besoins. Il y a certains qui veulent faire l'Abbé jusqu'à Mali-Yambérin. Il y a d'autres qui veulent faire Télémile, Kindia, Télémile, Gawal, parce que Télémile est un carrefour. Donc, c'est comme pour dire que construire une route, c'est beaucoup de moyens à mobiliser. J'ai annoncé la fois dernière les 2 milliards dans le cadre des projets routiers. Ça a suscité beaucoup de débats dans la presse, et ainsi de suite. Mais, j'ai dit, un tout petit peu d'exercice de logique nous amènerait à comprendre exactement les 2 milliards d'investissement. Je m'explique, si vous permettez. Quand vous prenez les 2 milliards, c'est les projets exécutés sous le président Alpha Condé, c'est les projets en cours d'exécution, et c'est les projets pour lesquels les financements sont bouclés. Ça a fait plus de 2 milliards 300 millions sous Alpha Condé. C'est ça la vérité. Et je vous donne, par exemple, vous prenez Koya Fourikaria Farmoria. C'est vrai que la population souffre aujourd'hui pour partie, mais c'est bouclé. L'entreprise, l'adjudicateur est déjà connu. Vous prenez avec un financement de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne. Les deux institutions étaient présentes pour le lancement de la pose de la première pierre, M. Sidimé. Ça veut dire qu'ils peuvent être présents pour la pose de la première pierre et ça peut prendre du temps avant que l'exécution physique ne commence sur le terrain. Ça, ils étaient présents. Même si on n'a pas confiance souvent au gouvernement, mais on peut avoir confiance quand même en nos partenaires qui nous donnent de l'argent. Ils étaient présents. Vous prenez la route Lola Danani, ça c'est sous Alpha Condé. Vous prenez la route de l'Abbé, frontière Sénégal, Bouméoun, Koussitel, c'est sous le président Alpha Condé. Les villes, Zérekouré, pour ceux qui se rendaient à Zérekouré, Zérekouré était une ville où elle était poussiéreuse, c'est sous Alpha Condé. Vous allez à l'Abbé, Mamou, Pita, Dalaba, c'est sous Alpha Condé. Vous allez à Cancan et plus de bitume à Cancan et à Sigri, c'est sous le président Alpha Condé. Vous allez à Boké, c'est sous le président Alpha Condé. Donc, des infrastructures routières ont été construites sous
le président Alpha Condé déjà, il y a des projets en cours. Quand vous prenez Koya Mahmoud Daboula, c'est 357 millions d'euros. Ça fait partie de ces 2 milliards. Les 202 millions d'euros pour Conakry, la reconstruction de 67 km et des 2 grands échangeurs au kilomètre 36 et Kagbelen, ça fait partie de cela. Pourquoi cette logique? Nous n'avons jamais récupéré la construction du pont 8 novembre. Nous ne l'avons jamais capitalisé dans le bilan du professeur Alpha Condé. Vous savez pourquoi? Parce que le financement avait été bouclé avant son arrivée. Le financement a été bouclé sous le président Lansana Conté. Nous avons certes exécuté, finalisé le tronçon. Vous répondez même à un auditeur. Mais nous ne l'avons pas. Par rapport au pont 8 novembre. Nous ne l'avons pas mobilisé. Donc pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise que le président a mobilisé des ressources pour ce projet que je viens de dire? Regardez, Amdalaï, le pont de Amdalaï, l'échangeur de Amdalaï, l'accord de prêt est donc signé par la représentation nationale. C'est passé par la représentation nationale. 27 millions de dollars. Nous sommes dans la phase des acquisitions anticipées, après les appels d'offres et ainsi de suite, ainsi de suite. Le pont l'échangeur de Bambeto, avec le fonds d'Abu Dhabi. Le Premier ministre même l'a annoncé la fois dernière, les 25 millions de dollars, c'est validé. Le financement est bouclé. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise qu'on a mobilisé plus de 2,3 milliards? Au contraire, moi je pense que les gens doivent se réjouir qu'il y a autant de financements bouclés pour la reconstruction et la construction des routes. Les gens veulent voir des actes. Plus besoin des actes que des actes. Des annonces. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces. Encore une fois, de très belles annonces. Encore une fois, c'est ce qui m'étonne. Vous ne pouvez pas parler... Monsieur Condé, si vous permettez, quand on ne communique pas, vous dites qu'on n'annonce pas, qu'on ne vous dit pas. On vous dit ce qu'on est en train de faire, vous nous dites que non, on a dit. Mais il faut qu'on vous dise qu'on a mobilisé 25 millions de dollars avec le fonds de Abu Dhabi. Chapeau à vous. Il faut qu'on vous dise. Attendez, si vous permettez. En matière de communication. Attendez, non, ce n'est même pas ça. Chapeau au gouvernement d'Alpha Condé. Depuis quelque temps, vous communiquez, Taleb. Vous communiquez. Mais en termes d'actes, les Guinéens se déplacent au quotidien. Monsieur Malik. Ils ne voient pas. Vous avez de l'argent. Monsieur Malik, faites de la pédagogie à nos auditeurs. Ne faites pas comme si c'est du commerce. Ce n'est pas aller acheter des marchandises pour venir vendre. Ça fait longtemps on entend la même chose. Monsieur Malik, vous construisez? Si vous êtes en train de construire, vous avez construit en un jour, en un an? Je ne pense pas. La logique de la construction de route obéit à cela. Donc, s'il vous plaît, informons bien la population pour qu'elle comprenne que pour construire quelque chose, ça prend du temps. Et j'ai expliqué le cycle de vie d'un projet routier. Monsieur le ministre, par rapport à la réhabilitation, est-ce que la route Somparea qui va jusqu'à Kisoso, c'est une reconstruction il faut, ou bien on peut réhabiliter cette route? Parce qu'après, lors du Grand Oral, là, vous avez dit que tout cela, c'est pour déconstructionner un peu Conakry. Elle sera totalement construite. Parce qu'elle n'existe pas. Ça va prendre du temps alors. Ah mais pourquoi? D'accord, il nous écoute. Ah oui, les avant-projets, par exemple, sur ce la tronçon. construction, c'est tout autre. Je peux vous donner même des détails. Ça fait 5,1 km de T3 à T5, 5,1 km. Les avant-projets détaillés sont finis. Les études d'exécution pour ce tronçon sont en cours de validation avec la mission de contrôle. L'entreprise qui l'a réalisé, c'est l'entreprise Cibitec, qui est déjà l'entreprise chinoise. Les équipements sont déjà mobilisés pour la construction de cette route. Donc, ça va se faire. C'est en train de se faire. Il faut tout simplement, en logique de construction de route, accepter que cela peut-être... ça peut démarrer d'ici quand? Je pense quand même que ce qui est certain, les projets en saison de pluie, on ne peut rien faire. En saison, après la saison des pluies, vous verrez, des entreprises sont déjà présentes. En fait, la logique derrière, comme je vous expliquais, tous ces projets sont déjà démarrés. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre.
quand vous devez construire... Mais M. Malik... Sur papier. Oui. Non, pas sur papier. M. Malik, vous n'allez pas... Sur le terrain, on ne voit rien. Sur votre magistère, monsieur le ministre, allez-vous mettre fin... Attendez, moi ce que je ne comprends pas, M. Malik... Je ne sais pas sur quoi, monsieur le ministre peut me convaincre ou convaincre ces usagers quand même de cette route. C'est-à-dire sur papier, tout est fait, tout est bouclé, le financement est là, les entreprises sont choisies, tout et tout. Mais à quand le démarrage des travaux? Parce que moi je me rappelle, j'étais à ce grand oral. C'était même la première fois que je participe à cet exercice gouvernemental. Vous avez annoncé par exemple le cas de Kisoso et Yimbaya. Vous avez été très ferme là-dessus. Vous avez dit, avant les premières grandes pluies, on va entamer ces travaux et on va les finir. Et ça, vous avez reçu, c'est un pari reçu. Maintenant, pour le cas de son pari jusqu'à Kisoso, financement bouclé, entreprise choisie. Laquelle qui était bouclée, vous avez dit? Non, je parle de Kisoso. Ça, vous avez annoncé et ça a été fait. Oui, ça a été fait. Maintenant, je parle de son paréa. Vous me donnez raison. Non, je savais que vous allez vous contredire. Même pas. Pour la réalité. Vous me permettez pour que je vous donne votre contradiction? Vous voulez me dire que c'est la construction? Non, contrairement à... Vous voulez que je vous donne votre contradiction, votre propre contradiction? Allez-y. Vous permettez? Allez-y. Alors, la route de Kisoso, qu'on appelle la route de Kouyatea, le tracé existait. D'accord. Attendez. C'est l'explication que vous allez donner. Maintenant, parlons de la reconstruction. La reconstruction maintenant de la route Somparéa Kisoso. Parce que là-bas, on parle de reconstruction. Vous êtes un grand ça n'a rien à voir avec l'autre voie qu'on appelle Kouyaté, la route de Kouyaté. Non, je vous comprends. Moi, je vous comprends. Je vous ai donné l'exemple. D'accord. Je sors de l'exemple alors. Vous êtes d'accord que vous êtes contredit? Non, je ne me suis pas contredit. Non. J'ai utilisé le mot réhabilitation sur la route. Non, s'il vous plaît. Je vais rapidement le faire. Vos premières explications m'ont permis de comprendre que la route Somparéa Kisoso demande une reconstruction. Une construction, parce que c'est une route qui n'existe pas. Exactement. Maintenant, en termes de délai, en termes de date, par exemple, vous avez dit ici que le financement est bouclé, les entreprises sont identifiées et les travaux peuvent commencer. Mais d'ici quand? Je constate que je suis votre invité, mais vous parlez plus que moi. Allez-y. Vous ne voulez même pas me laisser parler. Parce que tout simplement, j'ai pointé du doigt votre contradiction. Vous ne voulez pas me laisser parler. Allez-y, je voulais juste être précis par rapport à... L'invité que je peux parler maintenant. Allez-y, monsieur le ministre. Je dis encore une fois que cette route de T3 à T5, c'est une construction. Ça fait 5,1 km. C'est dans le cadre du projet chinois dans la construction des routes à Conakry. Il y a des constructions, il y a des reconstructions. Donc, le temps, si mes souvenirs sont bons, le temps pour la construction d'un tronçon qui n'est pas aussi grand, ça ne peut pas dépasser 1 an, c'est certain. Pour faire cette route, pour la reconstruire, pour la construire totalement, ça ne peut pas faire plus d'1 an. Parce que les fonds sont déjà là, l'entreprise est déjà connue, la mission de contrôle est déjà sur le terrain, donc tout ça c'est important. Mais le démarrage. Et encore une fois, quand je dis que la construction d'une route, ce n'est pas seulement le bitume que tu vois, M. Malik. C'est ce que je veux qu'on explique aux populations. Je suis d'accord avec vous. La construction d'une route, que moi je sois ministre aujourd'hui ou pas, cette route, elle va être construite. Parce que tout est déjà bouclé. Parce que l'entreprise doit s'installer. Parce que l'entreprise doit amener des engins. Et tout ça, ça fait partie déjà. Quand vous êtes là-dedans, vous vous retrouvez pour travailler, ça veut dire que le projet a démarré. C'est très important. Et l'autre, c'était une réhabilitation. Voilà. Oui, monsieur le ministre. Je veux revenir un peu sur les travaux de, si vous voulez, acceptez qu'on continue parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas donné des explications. Je sais que monsieur le PDG, monsieur Sanouk, je sais que je suis talonné parce qu'après il y a le journal. Je sais que la radio c'est l'heure, mais acceptez qu'on fasse quand même une dizaine, quinzaine de minutes. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je voudrais encore une fois vous remercier parce que vous me donnez la possibilité d'expliquer à nos compatriotes la dynamique qui est en cours. Moi, je suis très optimiste par rapport à ce qui est enclenché. C'est très important. Quand vous avez bouclé le financement de Boké-Kebo, ça fait 88 km, avec la Banque islamique de développement, avec la Banque africaine de développement, ça veut dire que c'est un travail qui est déjà fait, vous n'avez pas besoin de refaire encore. Quand vous avez bouclé le financement pour Koya, Fourikari, Farmouria, les entreprises sont connues, elles sont mobilisées déjà sur le terrain, que ce soit en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois. Ce que je voudrais, c'est
on connaît l'impatience de nos populations. On connaît leurs grandes exigences. Ce que nous avons à faire, nos gouvernants, dans un état de droit, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de dire voilà ce que nous sommes en train de faire. En ce moment, toutes les critiques, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, nous les prenons pour encore améliorer. Mais encore une fois, ça nous rend encore plus forts parce que ça forge notre conviction d'aller plus loin encore. D'accord, c'est vrai qu'on aura aimé quand même passer assez de temps avec lui, donc ce n'est que partie remise, mais je l'ai dit à l'entame de cette émission, d'autres questions de l'heure seront également débattues. En moins de 5 minutes, nous allons recueillir l'avis du ministre Moustapha Naïté. On l'a connu quand même très politique, mais depuis quelque temps, il est devenu beaucoup plus technicien et homme de terrain. L'actualité, on ne peut pas s'en priver quand même, hein, c'est la Constitution, c'est ce qui fait la guerre entre les hommes politiques. Je ne sais pas, est-ce que, monsieur le ministre Naïté, vous avez vu le projet de Constitution qui fait débat? Je n'ai pas encore vu le projet de Constitution, pour que vous, comme vous me posez, on n'était pas dans ce débat, mais je ne vais pas me dérober de mes responsabilités. Mais je pense que le Premier ministre chef du gouvernement avait parlé au nom du gouvernement. Et je pense que le Front avait dit que à la date du 31 juillet, ou 31 juillet, hein, que ceux qui ne démissionneraient pas du gouvernement, qui considéraient qu'ils sont dans la déclaration de principe du Premier ministre. Je suis encore membre du gouvernement. Je pense que si cela répond à votre question, je suis solidaire à la position gouvernementale. Je pense que c'est suffisamment répondu. C'est très clair. Est-ce que vous pensez que les gens font l'amalgame entre un projet de nouvelle constitution et une idée de troisième mandat pour Alpha Condé? Je pense qu'il y a de l'amalgame. Il y a beaucoup de... On joue sur le sensationnel. On joue sur beaucoup de peut-être même, je ne dirais pas, de la méconnaissance de la loi. On joue beaucoup sur ces aspects-là quand on parle à la population. Je n'ai vu dans aucun pays du monde où on dit que Malik, vous n'avez pas droit à la parole parce que vous êtes à la 45e minute. Non, vous n'avez pas droit à la parole parce que tu aurais dû avoir cette parole, tu aurais dû dire ça à la première minute. C'est comme si vous jouez au foot. On vous dit non, à la 44e minute, 43e minute, vous ne pouvez pas marquer de but. Vous aurez dû marquer à les 5 premières minutes. Ça n'a aucun sens. Du moment que la loi vous permet, à tout moment, d'interroger, pourquoi on ne vous permettrait pas d'interroger? C'est la loi qui le dit. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui qu'il y ait vraiment d'éventuels affrontements, vu que de l'autre côté, franchement, les gens sont opposés à cette... Je pense qu'on a dépassé ce cap-là. Tous ceux qui veulent vendre la peur aux Guinéens, ça c'est fini. Les Guinéens n'ont plus peur. Chacun de nous est libre de dire sa pensée. Nous sommes en démocratie. Et en démocratie, chacun peut s'exprimer, peut penser, peut dire ce qu'il veut dire, et en toute sécurité. Je pense que personne ne peut vendre la peur à qui que ce soit. Nous sommes tous Guinéens, nous sommes tous là. Si la loi permet qu'on interroge quelqu'un, qu'on interroge la population, alors on ne fera pas, on ne va pas se prévaloir de ce que la loi dit de faire. Ça, c'est pas possible. Ce qui n'a pas été dit au gouvernement, c'est qu'on est pour la nouvelle constitution, mais la question du troisième mandat, personne n'en dit mot. Est-ce que ici vous avez été demandé pour... Mais attendez, non. Vous voulez l'intéresser ne s'est pas prononcé. Non. Vous voulez que moi je me prononce à la place? Non. Mais encore une fois, je suis en train de vous dire de vous prononcer à la place du président. Je suis en train de vous parler en tant que ministre, en tant que citoyen. Vous l'avez dit que les constitutions, la loi elle est claire dessus. Ces 2 mandats non renouvelables. Est-ce que la question, parce que malheureusement vous n'avez pas encore vu la constitution, c'est aussi mon cas, est-ce que la question du troisième mandat est souvent débattue par le gouvernement? Cette éventualité, parce que les populations s'en demandent. D'abord, premièrement, moi je vais sur le principe du débat. Est-ce que notre constitution donne pouvoir au président de la République d'interroger le peuple? Évidemment.
Alors, mais après, au peuple de décider s'il veut ou pas. Mais vous voulez me dire que donc d'aucuns vont se lever pour dire non. Oui, mais après, il y a tout un mécanisme. C'est-à-dire, le président ne peut pas aller directement au référendum. Directement. Écoutez, moi, je ne suis pas juriste. Oui. Mais ce que je sais... Non, je vous le partage, quoi. Ouais, voilà. Ce que je sais, c'est que il n'existe... Donc, ça veut dire quoi? Si on dit au président de la République actuelle qu'il ne peut pas interroger le peuple, ça veut dire qu'aucun président à l'avenir en Guinée ne peut interroger le peuple. Il peut prendre le projet et puis l'introduire à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait débat dessus. Parce qu'après, c'est... Le gouvernement font de la pédagogie à l'intérieur du pays. Ils vont expliquer, il faut accepter, il faut adhérer au projet de nouvelle constitution. Ils n'expliquent pas c'est quoi le piège dedans. Ils n'expliquent pas, on le veut pour que... Non, ils ne peuvent même pas avoir... Quel piège? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de dire aux Guinéens concrètement ce que le gouvernement envisage dans cette nouvelle constitution? C'est-à-dire que la question qui rend l'esprit, qui fait perdre le sommeil à l'opposition, c'est le troisième mandat, il veut faire changer la constitution pour rester encore au pouvoir. Est-ce que cette alternative-là, c'est difficile d'en parler? Encore une fois, ne faisons pas le raccourci du débat. Le raccourci du débat, c'est de dire quelle est la position du gouvernement. La position du gouvernement est très claire. Il y a un principe dans la Constitution qui dit que le président de la République peut interroger le peuple. C'est aussi simple que ça. Maintenant, au peuple de dire oui, au peuple de dire non. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, vous dites que vous êtes d'accord. C'est aussi simple que ça. Et ce principe-là, je pense que nous devons tous défendre ce principe de la Constitution. C'est très important. Et nous, en tant que membres du gouvernement, nous attendons la position du chef de l'État. Une fois qu'il aura donné sa position par rapport à une éventuelle continuité ou pas, en ce moment on s'exprimera. Mais je ne vais pas vous dire, monsieur Sidimé, je te soutiens quand je ne sais pas ce que monsieur Sidimé veut. Alors, il ne faudrait pas qu'on mette la charrue avant le bœuf. Monsieur Naïté, à la même place, Sidia Touré estime qu'il est difficile d'être guinéen sous Alpha Condé. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Bon, écoutez, je pense que mon tonton est certainement fatigué, c'est tout. Mais sinon, moi je suis guinéen, je suis fier d'être guinéen. Je pense que vous êtes fiers d'être guinéen aussi. On est tous fiers d'être guinéens. Et je pense que ce sont les propos d'un homme politique. Il faudrait prendre ces propos entre guillemets. Certainement, avec tout ce qu'il connaît, il peut être fatigué, naturellement. On a l'habitude de terminer cette émission par ce qu'on appelle le côté jardin. Exceptionnellement, nous allons prendre ce qui a fait l'actualité le week-end du côté de la Côte d'Ivoire. C'est notamment les cérémonies d'adieu à Didier Arafat qui se sont très mal terminées. Alors, monsieur le ministre, à distance, comment vous avez vécu tout cela et ça vous laisse quel commentaire? D'abord, c'est un jeune artiste qui a su faire parler de lui et qui vivra dans nos mémoires collectives pour très longtemps. Je pense que ces obsèques ont été bien organisées. Les gens ont été assez... J'ai vu une mobilisation de la jeunesse, du gouvernement, du peuple et même des Africains et les hommes de culture. C'était assez émouvant de voir que quelqu'un pouvait avoir une telle influence, même s'il n'était pas célébré de son vivant, mais sa mort, il a été célébré. Maintenant, l'acte qui s'est produit après, l'acte de profanation, la destruction d'une sépulture, je pense que cela pointe du doigt notre jeunesse, et dans la jeunesse africaine surtout, et c'est juste regrettable. C'est regrettable et je pense qu'aucun Ivoirien ne peut être fier de ce qui s'est passé. Encore nous, les Africains, on ne peut pas être fier de ce qui s'est passé, mais je constate tout simplement que ça nous interpelle, nous en tant que gouvernants, de ce que nous devons encore davantage de respect, surtout d'un corps, de quelqu'un qui est décédé, et de ce qui fait surtout
notre tradition. Donc, à chacun de nous d'éduquer nos populations et surtout notre jeunesse qui devient encore de plus en plus importante. Mais c'est inquiétant. Voilà. Merci Moustapha Naïté d'être passé dans cette émission. Merci à vous et merci encore une fois pour ce débat sincère, ce débat franc et surtout votre rôle d'objecteur de conscience, de continuer à jouer votre rôle, parce que quand on est à cette phase où il y a assez d'émotions souvent qui peuvent être manipulées malheureusement, il est important d'apaiser toujours la cité. On aime souvent prendre l'exemple sur le Rwanda, c'est extraordinaire comment la Guinée, les gens aiment prendre l'exemple sur le Rwanda, mais pour rien au monde, je dis bien pour rien au monde, je ne changerai le parcours de mon pays pour qu'il y ait 1 million ou des millions de pertes en vies humaines pour avoir ce qui peut être virtuel. Moi, je dis que nos contradictions ne pouvons nous asseoir, en discuter, échanger. Ne pas être d'accord, mais être d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre pays, c'est de vivre ensemble, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'ethnie, qu'il n'y a pas de différence, que nous sommes tous des êtres humains, parce que si vous êtes croyant, quand vous mourrez, comment on vous enterre, c'est de la même manière que quelqu'un d'une autre ethnie, on le fera. Donc, je dis encore une fois aux politiciens, apaisons la cité. Il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a absolument pas... On a été ministre des Travaux publics qui était invité cet après-midi. On a été très long, mais vous n'allez pas nous prendre avec assez de rigueur. Le débat en valait vraiment la peine parce qu'avec lui, on pouvait continuer à animer cette émission pour parler du réseau routier guinéen. Merci à tous d'avoir été de nôtres.